Les Pelicans vivent une saison galère en NBA et c'est bien normal quand on voit leur méga star Zion Williamson, 21 ans, out depuis un bon petit bout de temps. 1,98 m annoncé désormais à plus de 140 kilos, pour ne pas dire 150. C'est dans le brancard aujourd'hui donc que l'on va vous parler de ce bonhomme, de ce géant du basket. Il y a 3 ans, c'était la hype énorme autour de Zion Williamson. Who's looking for help, and Williamson comes up with the steal, and here he goes. Merci à tous ceux dans les commentaires qui nous ont suggéré d'analyser sa spirale négative, son absence, le brancard, comme d'habitude, les amis. Vous savez, la série qui vous aide à prévenir les blessures, à analyser les grands blessés. On vous l'avait dit encore dernièrement que Ramos, ça ne tiendrait pas le choc, qu'il allait rechuter de semaine en semaine. Bravo, Benny Luz. Aujourd'hui, non pas un Benny Luz, mais deux, puisque j'ai ramené un homme que vous avez vu avec nous ici dans le brancard pendant le confinement, le premier confinement, je crois, de mémoire. Sébastien Morin, le préparateur physique qui s'occupe actuellement de Rodrigue Bobois ou Adrien Merman du côté de la Turquie. Alors c'est parti pour le brancard et d'ores et déjà dans les commentaires, vous pouvez nous dire les prochains athlètes que vous voulez que l'on analyse. Zion Williamson, c'est pour aujourd'hui. Vous le connaissez, il est là tout le temps avec moi dans le brancard, c'est bel et bien Benny Luz, l'homme de Grigny, qui n'est pas Grigny aujourd'hui, il vous le dira ou pas où il est cette fois, peu importe, mais il va nous apporter ses précieux conseils concernant les blessures de Zion Williamson, lui qui s'occupe de personnes âgées, d'enfants, mais aussi et surtout de grands athlètes, de footballeurs, de basketteurs. Alors, Benny Luz est ici. Salut Ben, ça va? Salut, ça va très bien, merci. Bon, parfait. Bon, t'as l'air jovial, t'as l'air tout. J'ai un peu de couleur, hein, j'ai un peu de. Ouais, Pour ceux qui suivent tes stories Instagram, peut-être qu'ils comprendront d'où tu viens, où tu es. J'ai caché. T'as mis ça en privé, bon, bah, je vous donne un indice, touchous. Voilà. Et il y en a un autre qui est avec nous, j'ai cru qu'il était en... Voilà, c'est parfait. C'est l'ambiance qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut. J'ai cru qu'il allait en effet devoir se connecter depuis la Turquie, puisqu'il s'occupe de Rodrigue Bobo, Adrien Marman qui joue à FS. Eh bien non, en fait, il fait les allers-retours. Il a mis en place toute une stratégie de préparation, de prévention aussi des blessures. Et lui aussi, c'est du top niveau. Sébastien Morin est là avec nous et ça me fait très plaisir qu'il puisse nous donner lui aussi ses précieux conseils, son analyse du cas Zion Williamson. Salut Seb, ça va? Salut, comment ça va? Super, excellent de vous avoir tous les deux. T'es en forme toi aussi, autant que Ben? Tu sais, Ben, il est toujours plus en forme que nous, malheureusement, c'est pas le truc, mais je suis pas mal en forme. Le dopage, le fameux dopage. Bon, on va parler donc de ce Zion Williamson. Il a fait pourtant, c'était, quand je disais tout à l'heure, c'était la hype avec lui non-stop. On peut voir qu'il était en 2021 à la une de NBA 2K, donc c'était celui qui devait, avec Ja Morant, prendre la suite de LeBron James, renverser la planète basket. Ça a duré, allez, une petite saison quand même, il nous a plu, 2020-2021, et puis s'en va pour plein de raisons. Apparemment, c'est devenu la risée des réseaux sociaux pour sa prise de poids. Il enchaîne les blessures. Ça a commencé, et on y reviendra, par une blessure au pied, enfin une chute au pied, une blessure au genou, fracture du pied, fracture du doigt aussi, c'est un peu plus courant encore chez les basketteurs. Vous allez nous expliquer tous ces liens et tous ces problèmes chez Zion Williamson. Mais alors, première question, Seb, direct, court. Il est foutu pour le basket, là, à 21 ans. On sait qu'il ne durera pas 10 piges. Malheureusement, il confirme un peu tous les doutes qu'on avait sur lui à la sortie de Duke. À la sortie de Duke, c'était OK, Zion, c'est un monstre physique, mais est-ce qu'il va pouvoir tenir le rythme de la NBA? Parce que la clé, elle est là. C'est le rythme de la NBA en différence avec le rythme universitaire. Rythme universitaire, c'est quoi? 36 matchs dans l'année. Le rythme NBA, c'est 100 matchs si tu fais les playoffs, quasiment, avec des matchs tous les 2 jours. Donc, est-ce qu'il est foutu? Bon, écoute, moi, je suis préparateur physique, donc mon job à moi, ça va être de dire non, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a des choses à mettre en place. Mais c'est vrai que, bon, on va en parler, mais si on regarde un peu tout ce qui s'est passé, mais aussi sa structure biomécanique et tout ça, c'est quand même un peu dur, quoi.
Et alors Ben, toi, qu'est-ce que tu en penses aussi? Il y a des choses à faire à 21 ans là. Bon, à part lui faire perdre du poids parce que 150 kilos, ça paraît, moi, à mon avis, de non professionnel, un peu élevé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, alors le poids, de toute façon, on sait très bien que ça va pas arranger les choses. Hein. Donc, 150 kilos sur une articulation, que ce soit le genou, parce qu'il faut perdre du genou, ou le pied où il y a une fracture et la consolidation surtout, quand il va reprendre, si tous les structures osseuses et musculaires ne sont pas en forme, ça va créer forcément des inflammations et c'est peut-être pour ça soit il se fait réopérer comme on a eu aussi, soit d'autres problèmes, quoi. D'accord. Alors, Zion Williamson, on le voit ici, une belle bête, même un prototype de mutant, j'ai envie de dire, du sport américain. Il a commencé, et on va venir par le début, donc avec Duke, par une sale blessure. Ça avait fait baisser le cours de l'action de Nike parce qu'il avait déchiré sa chaussure. On est alors en 2019 et justement, je vais vous montrer le visuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut analyser ça, Seb? Tu nous as fait aussi toute une analyse, là, je vais l'afficher dans quelques instants, de ce qui s'en est suivi, et lui, et sur sa structure, sur tout ça. Pour vous, cette blessure, c'est le plus gros problème, en fait, de 2019. Tout a démarré là et tout a foutu le camp à partir de là. Ouais, tout est parti de là. On se rappelle, hein, le pied la chaussure qui explose, hein, tout simplement, le pied qui traverse à travers la chaussure, voilà. Et puis un grand écart avec une très faible mobilité, certainement au niveau de la hanche, comme tous les basketteurs à peu près. Donc ça a créé un Comme moi. premier Ouais. traumatisme. Mais l'autre truc, en fait, c'est surtout depuis qu'il est né. Alors je vais m'expliquer un peu, moi, par rapport à tout ce que j'ai pu voir, entendre et tout ça. Mais la première année où il va à Duke, aux Pelicans, pardon, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais les Pelicans l'ont appris à marcher quand même. Ah ouais, il y a un Parce que, problème, en fait, d'accord. je ne sais pas si vous l'avez déjà vu marcher, parce qu'en fait, on le voit tout le temps sur un terrain de basket, mais quand il marche, en fait, c'est impressionnant. C'est du side by side, c'est-à-dire il peut pas marcher sans faire ça, quoi. D'accord. Donc il a un total déséquilibre, oui certainement, mais il y a les déséquilibres, c'est quoi? Donc Ben, après tu pourras bien sûr nous expliquer ça, mais si on regarde un petit peu plus comment il marche et comment il est dans sa structure, son genou par exemple quand il marche, ses genoux ils sont beaucoup vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais énormément vers l'intérieur. Donc forcément, dès qu'il y a des sauts, des réceptions ou des changements de direction, on en vient à la fameuse chaussure Nike et tout ça, il y a des micro-traumatismes qui vont se créer, des pressions en fait sur le genou, sur le tendon rotulien, sur le ménisque, sur le quadriceps, tout ça, ça va provoquer énormément de micro-traumatismes. Donc, ça peut être absorbé quand on est jeune et tout ça, mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est un peu le bordel et puis tout pète à un moment donné, quoi. Et donc, regardez bien, si vous pouvez regarder les genoux qui vont bien vers l'intérieur quand ils marchent, et si vous avez une vidéo où vous pouvez le voir marcher, c'est impressionnant comment il ne peut pas se stabiliser. On Et a une ça, vidéo là justement où il avait été moqué pour son poids à son retour. Alors peut-être que tu vas nous dire est-ce qu'on le voit bien ou pas là, à cet endroit-là. Je vais la montrer vite fait et tu vas nous dire si déjà, enfin là, ça c'est une vidéo plutôt récente. Alors voici la vidéo. Est-ce voilà, qu'on remarque là justement ce que tu dis, les genoux qui sont assez rapprochés? ouais, sur le dernier, regarde, dernier appui, on le voit, hein, regarde, quand il va venir un peu plus vers nous, là, le genou gauche. Euh, Tout attends, à si l'heure, vous avez ok. vu. Tu vois un peu comment ça fait là? Ça fait le vagus comme ça là. Donc ça, c'est après, alors t'as le genou qui rentre vers l'intérieur, t'as le pied qui rentre légèrement aussi vers l'intérieur, c'est que des pressions. Et lui, le problème avec son poids, c'est que tout est augmenté. C'est ça le problème aussi. Tout est Et puis augmenté. on peut voir aussi que le pied qui pète à droite, c'est où il se fait l'entorse à droite, quand il glisse avec la chaussure, mais on a aussi vu aussi qu'il avait pris deux contusions osseuses sur le même genou. Donc quand tu prends des chocs au genou, ta structure musculaire elle est fragilisée. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est tordu le genou plus facilement sur la chaussure qui s'est déchirée. Et on voit que en fait les soins ou la prévention ou peut-être comme verra Seb aussi ces genoux qui rentrent à l'intérieur n'ont peut-être pas été aussi assez trop travaillés. Et les conséquences, c'est que c'est 8 mois après, il se fait le ménisque à droite après cette fameuse entorse du genou quand il se fait mal avec la chaussure, quoi. Mm. Et la conséquence sur les long terme avec le poids, donc avec cette fragilité de naissance peut-être, avec ce problème de marche un peu, on va dire, bizarre,
et ben, la force des micro-traumatismes, comme disait Seb, avec les sauts, les réceptions, les changements de direction, si toute la chaîne musculaire, que ce soit de la hanche, parce que la hanche est hyper important aussi pour la stabilité du genou, et ça descend sur le genou, et ça descend sur le mollet, et ça descend sur le pied, et là, ça cicatrise plus. Donc là, oui, il faut perdre du poids, et il faut retravailler toutes les structures de toute la jambe, parce que là, ça remonte même jusqu'à la fesse et même les lombaires. Alors, il devient petit à petit en plus la risée de la NBA parce que là on le voit, il a raté plus de matchs qu'il n'en a joué depuis maintenant son arrivée alors qu'il devait tout fracasser et Ja Morant à Memphis est en train de le faire et pas lui. Les Pelicans sont en galère. On nous explique aussi qu'il y a des problèmes, on va dire, sociaux, c'est-à-dire qu'il est peu présent à la Nouvelle-Orléans. Il n'est pas spécialement, on va dire, sociable au sein du club ni avec le front office. Il y a toutes ces rumeurs qui circulent. Alors je suis pas sur place pour les confirmer, mais qui circule à son sujet comme si c'était pas un leader en tout cas. Voilà, on peut dire ça alors qu'on peut attendre ça de lui. Et donc il y a la fracture du pied qui arrive après le genou. Ben, c'est un truc souvent sur lequel tu appuies, sur lequel tu reviens, comme si c'était une évidence. Tu peux nous rappeler cette évidence justement? Ouais, bah, c'est des conséquences. S'il y a une fragilité sur une articulation, ça va faire des compensations ailleurs. Donc, ça peut être le dos, ça peut être le mollet, ça peut être le pied, ça peut être. Ça dépend en fonction du type de sport. On va dire, là, c'est vraiment le basket, donc c'est beaucoup sur les appuis, donc beaucoup de pieds et mollets, ainsi que les genoux. Donc, c'est pour ça que la force, ça lâche en dessous. Mais en fait, le travail, il n'est pas global, quoi. Donc, ils vont à un moment travailler le genou, ils vont faire un truc sur le genou, voilà. Et puis, ils vont laisser. Et puis, ça, ils pensent que ça va mieux, donc il a pas mal, donc il laisse traîner. Et puis, ils continuent. Et puis, boum, la maman, c'est le pied qui pète. Donc, après, ils vont regarder un peu le pied, mais ils vont peut-être pas regarder après le genou, puis le dos. Puis, alors, des mecs comme ça, à 140, 150 kilos, quand ils sautent avec un appui, la force qu'il y a sur les os du pied, On répond à ça justement, c'est que on répond à ça parce que regardez cette photo je crois du 2 juillet 2020, donc il y a 1 an et demi, il était en pleine bourre là, affûté, voilà, on peut considérer comme ça là que c'était là le mutant que tout le monde attendait avant une saison quasi réussie, on peut dire. Et puis ensuite, ça va devenir la risée des fans de basket sur les réseaux sociaux qui vont se moquer de lui en faisant plein de visuels comme ça parce il arrive un peu à la Ben Arfa en foot avec de l'embonpoint lors des reprises d'entraînement et tout le monde se moque. Passons sur cette question donc clé parce qu'elle revient souvent dans les commentaires. Mauvaise hygiène de vie, prise de poids, il mange mal, basta. Et donc ça explique sa série dramatique de blessures qui s'enchaînent ou pas forcément. Shaquille O'Neal a fait sa carrière avec un peu de rebond-point, non? Il faut tout différencier parce que Shaq, il avait de l'embonpoint, mais Shaq faisait aussi 2,18 m et il n'avait pas un jeu aussi explosif que Zion Williamson où lui, il est vraiment basé sur le jeu explosif. Partout, c'est un mec qui a un corps, on va dire, de pivot et il se joue à la manière d'un meneur de jeu. Ouais. Shaq, lui, à la limite, bon, il avait un peu d'embonpoint et tout ça, ok, mais ça restait un mec qui restait sous le panier, il prenait les rebonds. Avec 2,18 m, tu vas pas sauter non plus super haut, tu fais pas des windmills et tout ça. Donc voilà, la différence, elle est là en fait entre les deux. C'est le style de jeu, parce qu'après, il va falloir qu'on parle du style de jeu, parce que s'il veut se sauver, ça va passer par ça. Alors parlons au style de jeu justement. Tu m'as envoyé ce visuel que tu vas expliquer plus précisément parce qu'il est intéressant où tu veux revenir un peu sur toute la panoplie de problèmes de Zion Williamson et peut-être justement en venir à une des 2 dernières questions que je vais vous poser. Comment sortir de cette blessure? Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il veut justement? Donc tu m'as envoyé ça. Reviens là-dessus sur ces points un peu précis que tu voulais aborder, même si tu en as déjà abordé. Quand j'ai eu le sujet de Zion, là, en fait, je me suis intéressé à lui. Donc, forcément, on va essayer de structurer et de voir un peu où ce que peut être tous les problématiques. Et si on regarde les problématiques, on en a parlé tout à l'heure, donc sur l'observation biomécanique, où c'est vrai que quand il marche, ça va de side to side. Donc, là, déjà, on peut avoir des questions là-dessus, en fait. Pourquoi il ne marche pas droit? Pourquoi rien ne va droit? Donc, c'est là où je parlais du genou qui va vers l'intérieur, du pied certainement également. Mais certainement aussi, tu sais, quand on marche d'un côté à l'autre, Ben, tu me le diras, souvent aussi, c'est pour un peu décharger la pression quand on a du surpoids sur le bassin. On cherche un peu de confort, c'est même inconscient. Après, avec les adducteurs et le psoas, Voilà.
On est trop gros, on a du mal ça frotte au niveau des jambes, ça devient compliqué après pour marcher. Et du coup, inconsciemment, on essaye de se protéger. Et voilà, donc ça, c'était la première mise en chose. Après, c'était tout ce qui est body composition. Donc ça, vous en avez parlé sur le poids. Moi, ce que j'aimerais préciser sur le poids, c'est qu'à la limite, si tu fais toute ta vie, tu n'es pas comme ça, mais si tu fais toute ta vie à 140 kg, bon, ok. Le problème de Zion, un des autres problèmes de Zion, c'est que quand il était, par exemple, high school, je regardais un peu l'évolution, en high school, il était qu'à 80 kg. Et quand il est passé à Duke, il est passé à 124 kg. Ça veut dire que la masse musculaire a augmenté de fou. Mais le problème, c'est que quand la masse musculaire augmente de fou comme ça, les tendons et les articulations, eux, ne grossissent pas comme ça non plus. Donc, la structure n'arrive plus à tenir le corps. Et à chaque fois qu'il y a eu des prises de masse, c'est pour ça que dans le basket, il faut faire toujours gaffe avec la prise de masse. Ben Simmons a eu la même chose. Quand il a eu sa prise de masse au tout début à Philadelphia Sixers, pareil, il s'était fait une fracture de fatigue au pied, un truc comme ça, juste après la prise de masse. Et c'est pour ça que des méga stars comme Kobe Bryant, au cours de leur carrière, ont choisi de perdre du poids. À des moments, il y a des étés où ils ont perdu du poids. Ouais, je pense, ouais. Ouais, parce que la NBA est trop demandant. Le basket, c'est un sport qui est très agressif, on le sait, sur les articulations. Donc forcément, si on perd du poids. Et quand on regarde tous les nouveaux joueurs à l'heure actuelle, en fait, il y a une évolution du jeu de la NBA aussi. C'est-à-dire, quand tu étais dans les années 90-2000, c'était un peu plus Zion Williamson. À la limite, là, il aurait été heureux. Maintenant, le basket, c'est devenu un peu du small ball, avec beaucoup de courses vers l'extérieur, donc des grands puissants qui doivent aller chercher jusqu'à 6,25 m, 6,75 en NBA, des shooters qui sont de plus en plus rapides, qui ont de plus en plus de skills, parce qu'on arrive vraiment à un niveau où là, les joueurs ont vraiment des skills à la Ronaldinho au foot, par exemple. Donc, ça devient de plus en plus traumatisant. Donc, forcément, si on est lourd, on ne peut pas tenir en NBA. C'est impossible à l'heure actuelle. Et puis, il y a aussi un truc, c'est qu'il faisait 124 kg ou 125 kg que de muscles. Et quand tu es à 145, à mon avis, tu perds du muscle et tu prends vachement en gras. Donc, il a beaucoup moins de muscles qui protègent les articulations. Donc, il a peut-être plus que, on va dire, 115 kg de muscles, peut-être même moins. Et en fait, tout le reste, c'est de la surcharge. Donc, c'est de la pression qui s'accumule sur des articulations. Et quand tu as déjà une fragilité sur une jambe, tout va s'accumuler sur la même zone, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça pète comme une fracture de fatigue, parce qu'on ne sait même pas comment il s'est pété le pied, mais peut-être que c'est vraiment un truc de merde. Hein. Et ouais, parce qu'en plus, ça a été un petit peu. Ces blessures ont été. Notamment, je crois que c'est la fracture au pied, là, au 5e métatarse de cet été, qui a été un peu camouflé, un peu caché par sa franchise pour éviter, parce que dès qu'il pète un coup, Zion, tout le monde en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une petite nébuleuse autour de toutes ces blessures. Ces pseudo-retours, là, déjà depuis le début de la saison, ça fait 2-3 fois qu'on nous dit il va revenir, on le voit une fois à la salle et puis il repart, et puis finalement il est même plus à la Nouvelle-Orléans. Il y a un peu un broglio autour de lui, une nébuleuse, voilà. La vraie question que je vous pose, vous en tant que spécialiste qui suivez des sportifs tous les jours, et Seb encore plus dans le basket au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Vous avez ce bébé-là entre les mains aujourd'hui, c'est rattrapable, il y a des trucs là, puisque ça y est, le corps il est touché à 21 ans. Vous avez des solutions, des idées? Moi, je pense déjà qu'il faut. Là, ça devient mental, parce que pour prendre autant de poids et être jamais à la même place et partir. Pas bien dans sa peau, quoi. Je pense que déjà, il est en limite en dépression, donc c'est là-dessus où il faudrait peut-être travailler vachement pour qu'il retrouve le goût du sport et de la vie, parce que c'est bête, mais on l'a tellement mis haut que là, passer sa vie à se faire réparer le pied, machin, ou attendre, et à mon avis, ça doit le toucher. Après, moi, à mon niveau, c'est sûr que je ferai des choses sur cette jambe droite qui est, à mon avis, fatiguée, quoi. Et je pense que Seb a pas mal de choses aussi à faire, lui, à son niveau, s'il a un mec comme ça. Mais c'est vrai que il faut prendre un diététicien pour vraiment perdre du poids rapide, et puis mieux manger, équilibrer. Et puis il faut qu'il ait un mental d'athlète de très haut niveau. Il faut qu'il revienne vraiment au top, quoi. Là, ça devient un truc. Il faut qu'il arrive aussi à. Série de blessures, Seb. Comment? Toi, pour freiner cette série de blessures, sortir de ça, c'est quoi tes idées aussi, tes solutions? Là, il y a un gros travail. C'est pour ça que moi, je pense que cette année, les Pelicans, ils ont raison de le mettre sur la touche. Parce que de toute façon, les Pelicans ne vont rien jouer cette année. Donc voilà, on connaît la NBA, le système, on perd, on va avoir des drafts un petit peu plus haut l'année prochaine. Donc je pense que c'est un peu l'option qu'ils ont prise pour restructurer un peu le gars. Bon, maintenant, la première question, c'est toujours pareil. C'est le joueur lui-même. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il peut?
Est-ce qu'il y a cette volonté? Parce que le problème, c'est toujours pareil, à 21 ans, le mec est millionnaire. Il a signé un contrat à Nike de 75 millions, je crois. Sur ses 4 ans aux Pelicans, il est à 44 millions, un truc comme ça. Je pense que mentalement, c'est toujours pareil. Il y a des joueurs qui arrivent. Voilà, il y a des joueurs qui arrivent à gérer ça. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à gérer ça. C'est une réalité. Et d'ailleurs, c'est là où moi, souvent, je tire un coup de chapeau à tous ces gars, justement, qui ont des gros contrats et qui arrivent toujours à avoir cette motivation, cette Compétiteur. Ouais. Envie de gagner, voilà, ça, c'est quand même assez impressionnant d'aller à la salle tous les jours, de s'entraîner, de se faire mal, etc. Si nous, on Après, gagnait comme ça, Seb, ça ferait un moment qu'on serait parti au ski avec Ben. Hein. ah bah oui, c'est clair. Moi, je joue en région, puis c'est terminé. Hein. mais après, je pense aussi qu'il va falloir faire un peu le tri dans son entourage. Parce qu'il n'y a pas que lui. Il y a un entourage, il y a beaucoup de gens autour de ces joueurs-là. 5 kilos, il n'y a personne autour. Hein. Il n'y a personne autour qui lui dit Voilà. un minimum. Non, à mon avis, c'est même des gens qui lui disent viens avec nous, quoi, tu vois. Donc ça va être la première des choses. Et après, malheureusement, je pense qu'on n'a jamais vu ça aussi tôt chez un joueur de basket en NBA. Ça va être de rechanger complètement. En fait, le problème, il est là. C'est de rechanger tout son jeu. Il ne va pas pouvoir jouer s'il joue comme ça, en fait. Il va falloir qu'il se transforme, pour moi, façon Draymond Green ou un truc comme ça, chasseur de rebond, un peu défenseur, ultra solide. Mais il ne pourra pas être un joueur explosif toute sa vie. Ça, c'est impossible. Déjà, son corps lui dit que c'est fini. Donc, sauf qu'il est attendu comme un marqueur et qu'en effet, psychologiquement, ça doit être dur dès 21 ans se dire je me range un peu et mettre moins la star, puisqu'il est annoncé comme la méga star. Et ça fait tôt pour passer un peu derrière, enfin de côté, quoi, j'ai envie de dire. Donc, c'est sûr que ça ne doit pas être facile. Et c'est toute la pression que ces joueurs-là peuvent avoir. C'est ça, en fait. C'est toujours se trouver le cul entre deux chaises, comme on dit. Hein. Et moi, je pense que même la fracture qu'il a au pied à l'heure actuelle, la raison, ça ne m'étonnerait même pas, parce qu'il y a eu des interviews un peu de fête et tout ça, que la off-season l'année dernière a été trop violente. Trop violente. Pas assez de récupération. Le fameux no pain, no gain. On voit des mecs qui, là, pendant la off-season, s'entraînent comme des malades. Et il faut s'entraîner en off-season, mais pas comme des malades. C'est ça le problème. Et là, je pense qu'il y a eu un surentraînement cet été. Et tout oui. Je vois ça comme ça. Le fait qu'on l'ait aperçu très affûté à un moment donné, et puis plus du tout. Ben voilà, je pense qu'il y a ça. Hein. D'accord. Après, en médecine chinoise, tout ce qui est émotion, tout ce qui est le mollet, le pied, tout ça, c'est un truc qui joue vachement sur le ressenti pour aller vers de l'avant, peut-être être bloqué pour les changements. Il y a un blocage. Peut-être qu'il voulait peut-être aussi bouger, peut-être que ça le saoulait là où il était. Vu ce qu'on entend aussi sur la façon dont il traite la franchise dans laquelle il est, et le front office, etc., il doit y avoir peut-être des personnalités toxiques autour de lui qui ne lui plaisent pas, et il peine, du coup, il est bloqué à la Nouvelle-Orléans, et son corps lui indique aussi que le blocage va chercher une bague ailleurs dans un meilleur club, après ça peut être... Oui, donc il y a un problème. Le dernier tout petit truc ensemble, mais c'était une question que vous avez un peu répondu, c'est pouvait-on s'y attendre? Oui, en fait, à partir du moment où il y a eu cette première blessure à Duke, il fallait peut-être pas le drafter en numéro 1. C'est peut-être surtout ça, Seb? Bah, pour moi, ouais. Pour moi, c'était une évidence qu'il y avait trop de questions autour de lui. Voilà, il n'y a pas que nous qui nous les posions. Il y a beaucoup de spécialistes qui se posaient cette question-là. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le rythme de la NBA? Ok, c'est un monstre. Voilà, c'est un monstre physique et tout ça, ouais, mais après, quand on regarde, j'ai fait le petit classement, justement, quand on sait qu'en numéro 2, il y a Ja Morant qui est en train de remonter les Memphis Grizzlies et qui est vraiment en train de faire un super boulot. En 3, il y a R.J. Barrett qui était un super joueur également. Donc là, peut-être que le scouting n'a pas été très bon, ou alors peut-être qu'on a succombé justement aux pressions commerciales, financières, si chères à la NBA, c'est-à-dire que ça passe avant tout. Mais voilà, ils auraient dû faire attention. Moi, je pense que le drafter aussi haut, ça a été une erreur. Et puis autant le faire jouer sur une première année aussi, c'est quand même... C'est pas le même niveau qu'en universitaire, hein. C'est tous les 3 jours. Nous, on avait vu quand on était avec Kevin, au mois de février, tu as quand même des 20 matchs. Comment c'était quoi? 18 matchs, un truc comme ça, au mois de février, ou 20 matchs. Tu as un match tous les 2-3 jours, plus les trajets, plus... Des fois, ils jouent le même jour. Les sauts répétés, hein, c'est ça. L'absorption d'un saut, hein, c'est souvent, on dit, plus de 100 fois le poids de corps à la réception sur les articulations. Ah ouais. Et l'autre truc qui est intéressant, parce que quand on revenait, est-ce qu'on peut améliorer les choses? Mais moi, s'il y a un truc que je ferais bien avec lui, en plus de lui faire perdre du poids et tout ça, ça serait de revoir ses techniques
de saut, en fait. Parce que si tu regardes des vidéos, si tu en mets tout ça, vous verrez sur tous les dunks, allez, sur 10 dunks, il atterrit toujours sur une seule jambe. Ah ouais, d'accord. Il fait 124 kilos. Les 124 kilos multipliés par 100 qui sont absorbés par une seule jambe. Et malheureusement, il y a un mec qui nous rappelle comment c'est important d'atterrir toujours avec les deux jambes au basket. C'est Derrick Rose, qui avait cette fâcheuse habitude également de toujours atterrir sur une seule jambe. Et le genou a explosé. Il a changé. Et il a changé et il est revenu pour finir sa carrière brillamment, Derrick Rose. Donc, comme quoi c'est possible, en tout cas, il peut durer s'il en a envie, pour éviter de faire figurer parmi les méga flops des numéros 1 de la draft. Il y en a eu là, quelques noms que j'ai en tête. Donc, s'il peut s'éviter ça quand même, parce que ça suit toute sa vie. Ben, juste aussi, à partir du moment où il s'est fait son grand écart là, avec Duke en 2019, là, il y avait une attention particulière à avoir et donc justement travailler ce que vous avez raconté là pendant 20 minutes, bassin, psoas, tout ça, essayer On va de encore dire que j'ai la science infuse ou quoi, mais moi je me suis fait des trucs comme ça, je me suis fait les croisés à cause d'une entorse comme ça au genou. On te dit que c'est cicatrisé, t'as pas trop mal, et puis en final, t'as tout le vaste interne qui est tétanisé à l'intérieur. Et quand tu appuies dessus, le mec il va jongler, mais si t'appuies pas dessus, et ça crée une méga fragilité sur le genou. Et moi, ça m'est arrivé, un coup de stress, le genou qui était un peu fragile, tu tombes, le genou il se dérobe et ça pète. Donc là, clairement, le ménisque, c'est une conséquence de cette entorse qui était mal soignée, c'est sûr. Parce que ça pète au même endroit. C'est une entorse interne et derrière, il se fait ménisque interne. Donc il y a eu un truc à cet endroit-là qui n'a pas été à 100%. Bon les gars, c'était un grand kiff d'être un vrai bonheur de vous réunir, vous les spécialistes, pour parler de ce cas qui est médiatique, médiatisé, important. On a vu des pistes pour changer ça, on a fait le topo de tout ce qui ne va pas chez lui. Il y a aussi certainement pas mal de mental, et là il faudrait être avec pour creuser encore plus, mais on a lancé des pistes. Donc c'était top. Sébastien qui s'occupe donc d'Adrien Meurman, de Rodrigue Bobois au quotidien, qui tu connais de grands succès avec tous ces athlètes, et c'est top. Tu reviendras très vite, j'espère, à discuter des noms que vous nous soumettez dans les commentaires, là, des basketteurs, des rugbyman, tout ce que vous voulez, vous nous en parlez dans les commentaires, vous nous soumettez de nouveaux joueurs, tennis aussi, puisque on n'a toujours pas fait, je crois, Federer, on a fait Nadal, on a dû faire Djoko, mais on n'a pas parlé de Federer sur sa carrière. Ben, on pourra le faire. Et Seb parlait aussi. C'est un cyborg son genou là. Ouais, c'est un cyborg, donc justement, il y a des trucs à dire. Seb est pas obligé de parler que de basketteur non plus aussi pour revenir. Donc voilà, c'était super. Merci à tous de nous avoir suivis encore une fois, tous ceux qui partagent, qui like, qui s'abonnent. 25 000 abonnés maintenant là sur la chaîne YouTube, activez les notifications. On est sur Twitch également, souvent pour le Dash Twitch les midis pour plein de direct. Foncez voir les stories de Ben sur son surf. On prie pour son genou aussi, parce que Ben, il est tendu, mine de rien, ça se voit pas, mais il est tendu. Il vous donne des bons conseils, mais c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc attention, est-ce qu'il s'étire avant de faire du ski? Est-ce qu'il s'étire le soir? Je ne crois pas. Donc voilà, sachez-le. Il vous donne les bons conseils, mais alors lui, c'est une cata. Seb, Ben, à très bientôt. À plus, à la prochaine. Ciao les gars, bye bye.